Alors, dans cet exercice, on va répondre à plusieurs questions de cours, assez simples. Donc, il y a une douzaine de questions. Toutes les réponses sont dans votre cours, donc j'ai rien inventé dans cette vidéo. J'ai juste repris, copier-coller les parties du cours qui permettent de répondre aux questions. Donc, la première question, qu'est-ce qu'un microcontrôleur? Donc, un microcontrôleur, c'est composé de 4 éléments. Le microprocesseur, on a vu qu'il va effectuer les calculs, qui va récupérer les informations qui sont dans la mémoire. Donc, on a vu qu'il y avait deux types de mémoire, vive ou morte, qui va communiquer avec des unités périphériques à travers son interface d'entrée-sortie. D'accord? Donc c'est important de bien noter ces 4 points-là qui composent un microcontrôleur. Souvent on fait l'association microcontrôleur-microprocesseur, mais à travers ça on va trop vite, on oublie les mémoires, les unités périphériques et les entrées-sorties. Deuxième question. Quelle est la seule information intelligible par le processeur? Donc le processeur, lui, on sait qu'il va parler avec des mémoires, et qu'est-ce qu'il va lire? Il va lire des suites binaires. Un processeur doit pouvoir traiter plusieurs types d'informations différentes, des nombres, de la vidéo, de l'audio, etc. Cette information, que nous comprenons, doit être transformée en information intelligible par le processeur, afin qu'il puisse la traiter. Donc pour qu'elle soit intelligible, cette étape est appelée le codage de l'information. Donc ça, on a vu ça dans la première partie de ce cours. Il transforme notre information, une image, un son, un réel, n'importe quoi, en une suite de 0 et de 1. Donc c'est la seule information que le processeur va pouvoir lire. Lui, il lit une suite de 0 et de 1 qui va lui permettre d'effectuer des opérations de son jeu d'instructions, et il renverra des 0 et des 1 par la suite. Qu'est-ce que la représentation binaire naturelle d'un entier logique X? Donc ça aussi on l'a vu au tout début de ce cours. Si on a n bits de disponibles, on peut représenter un entier sans S logique X par sa décomposition en base 2. C'est-à-dire qu'on aura X comme étant A0 fois 2 puissance 0, A1 fois 2 puissance 1, etc. Donc cette représentation des indices AI de 0 à n-1, on appelle ça la représentation binaire naturelle de X. Donc ça on sait faire, on sait décomposer un nombre X en base 2 en divisant de manière successive par des puissances de 2. Que signifient MSB et LSB? Donc ça aussi on l'a vu, MSB c'est de l'anglais, ça veut dire Most Significant Bit, c'est-à-dire que c'est le bit de poids le plus fort, du bit significatif de poids le plus élevé d'un entier logique. Et LSB, L c'est pour Least Significant Bit, pour parler du bit de poids le plus faible, donc le moins élevé d'un entier logique. Donc ça aussi c'est deux terminologies qu'il faut connaître par cœur, puisqu'on utilisera souvent ça dans la suite MSB et LSB. Qu'est-ce que la représentation Little Endian? Alors, la plupart du temps, les entiers logiques sont représentés avec le bit de poids le plus fort à gauche et le poids le plus faible à droite. Donc si le plus faible est à droite, on en parle de little, donc le petit, endian, à la fin. Le plus petit à la fin. Donc très souvent, dans la mémoire, les informations sont stockées comme ça, avec le bit de poids le plus faible, le plus à droite. Mais parfois, on a un autre type de représentation où on met le bit de poids le plus fort à la fin. Donc on commence par le bit de poids le plus faible jusqu'au bit de poids le plus fort. Et donc à ce moment-là, on dira représentation Big Endian. Alors le code BCD, c'est le code le plus basique qu'on peut imaginer. C'est un code décimal codé binaire, notamment donc BCD binaire decimal code, consiste à coder chaque chiffre de l'écriture décimale d'un nombre en binaire naturel. C'est-à-dire que si je veux avoir 0, ben je le code sur 4 bits, 0, 0, 0. Donc j'ai besoin de 4 bits parce que j'ai 10 nombres. Donc 10 nombres sur 3 bits, je pourrais en faire que 8, donc j'ai besoin de 10 nombres. 0 c'est que des 0, 1 c'est 3 0 et un 1, et ainsi de suite. Donc on ferait la représentation binaire du nombre, donc de 0 à 9, sur 4 bits, et on a ce qu'on appelle le codage BCD. Donc par exemple, le nombre 3, 4, 5, bah c'est 3, 4, 5. 3 c'est 1, 1, etc. Donc là c'est très simple aussi, ce codage-là c'est le codage le plus basique qu'on retrouvera souvent. Quelle est la taille d'un double en C? Donc ça pareil, c'est quelque chose qu'on a vu en cours. Double, donc c'est pour représenter un nombre réel sur 64 bits en C. Si le processeur est de 32 bits, c'est le tableau qu'on a dans notre cours, et bien là on a besoin de ces 64 bits là pour coder un nombre réel. La norme ITRE2 754 qu'on a vu dans les chapitres précédents permettait de stocker sur 32 bits un simple float. Il y a une autre représentation qui permet de représenter les nombres sur 64 bits, mais ça ne fait pas partie du programme de ce cours. Alors la mémoire physique, qu'est-ce que c'est que la mémoire physique? C'est la partie de la mémoire qu'on appelle la ROM. Elle permet de stocker des informations sur le plus long terme,
même lorsque le courant électrique est coupé, contrairement à la RAM, qui elle a besoin d'une alimentation électrique pour pouvoir conserver les informations. C'est le cas des CD-ROM, DVD-ROM, mais aussi les disques durs et autres clés USB. Donc ça, on dira que c'est de la mémoire physique. Contrairement à l'autre qui sera de la mémoire volatile, la RAM qui ne tient pas sans courant. Voilà. Qu'est-ce qu'un conflit de bus? Donc, tous les périphériques du système, mémoire, entrée-sortie, convertisseur analogique numérique, sont raccordés physiquement au processeur via le bus de données. Donc on a vu ça, hein, on avait le processeur, on avait les mémoires, un bus d'adresse qui permettait au processeur de communiquer avec une case mémoire, et le bus de données qui permettait d'envoyer des informations depuis la mémoire vers le processeur si c'était de la lecture, ou du processeur vers la mémoire pour de l'écriture. Et lorsque le processeur veut communiquer avec un périphérique en particulier, la donnée échangée doit l'être entre le processeur et le périphérique sélectionné, et pas un autre. C'est ça qui est important. On ne peut pas avoir un conflit de bus, c'est-à-dire que deux mémoires qui enverraient en même temps des informations sur le processeur. Sinon, ça ne fonctionnerait pas. Si deux périphériques étaient amenés à envoyer en même temps sur le bus de données, une donnée au processeur, il y aurait ce qu'on appelle un conflit de bus. Qu'est-ce que l'UAL? Alors l'UAL, c'est pour l'unité arithmétique et logique. C'est la partie du processeur qui a pour rôle de traiter les calculs. Donc, qu'est-ce que c'est que traiter les calculs? Bien, le processeur a un jeu d'instructions qui sont des opérations logiques, des AND, des OR, des NAND, des décalages, etc. Mais aussi des opérations arithmétiques, qui sont des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions. Ça, c'est quelque chose qui est dans l'unité d'arithmétique et logique des instructions qu'il peut effectuer en un temps d'horloge. Donc ça, c'est des choses qu'il fait de manière très rapide. Tout le reste, ce sera des combinaisons de ces opérations-là. Les opérations flottantes, faites sur le nombre réel, sont souvent réalisées par une unité dédiée. Donc, si on veut manipuler des réels, eh bien on ne peut pas le faire directement dans l'unité arithmétique et logique du processeur. On a besoin de ce qu'on appelle un coprocesseur arithmétique. Donc, c'est quelque chose qui est en plus du processeur et qui sera dédié à faire des opérations spécifiques sur les réels, par exemple Floating Point Unit. Un FPU, c'est un processeur à part qui va, lui, traiter ces opérations-là un peu moins standard que les opérations de base. Donc les 4 étapes que réalise un processeur pour exécuter une instruction, on l'a vu. D'abord, première étape, il va récupérer l'instruction, donc le fetch. Il va lire dans la mémoire l'instruction qu'il doit exécuter, il va la décoder, donc il va interpréter qu'est-ce qu'il doit réaliser, il va l'exécuter, et enfin, il va renvoyer le résultat, donc soit dans la mémoire, soit sur un périphérique de sortie. Mais en tout cas, la dernière étape, c'est le write back. Alors les deux politiques possibles, donc là, on va vous faire parler du pipeline, parce qu'on a vu que le processeur, il faisait ces 4 instructions-là, l'une après l'autre, mais l'une après l'autre, ça ne veut pas dire qu'il doit avoir terminé la première pour les 4 étapes pour traiter l'instruction suivante. On peut faire ce qu'on appelle un pipeline. Donc, sans pipeline, on fait les instructions l'une après l'autre, on fetch, on décode, on exécute et on write back, et on attend d'avoir terminé avant de commencer la suite. Mais on peut faire de manière un peu plus efficace, où une fois qu'on a décodé, on peut faire un fetch de la deuxième instruction, et ce schéma explique assez bien ce qu'on va faire. L'avantage, c'est que sur 8 unités de temps, ici on n'aura fait que 2 instructions, et ici on aura réalisé 5 instructions. Pour terminer cette partie, donc là vous avez la correction de la suite si jamais vous êtes un peu pressé. Cette seconde approche, appelée le pipeline, elle permet d'effectuer beaucoup plus d'instructions dans un même temps. Donc ça, c'est ce qui est important, c'est que ça soit dans le même temps. Donc là, on avait 8 unités de temps pour faire 2 instructions d'une part, ou 5 instructions d'autre part. Attention, les instructions sont toujours exécutées séquentiellement, mais à un instant donné. C'est-à-dire que ça ne va pas plus vite, on fera toujours fetch, decode, execute, write back. On mettra toujours le même temps pour exécuter une instruction, sauf que vu qu'on la commence plus tôt, eh bien, le processus sera accéléré de cette manière-là. Donc ça, je pense que c'est clair.